L'accroissement du trafic aérien à l'aéroport de Dorval suscite beaucoup de mécontentement dans le nord et l'ouest de l'île. On en parle cette semaine au Bulletin. On décortique l'enjeu du niveau de bruit des avions avec une conseillère municipale d'Huntsic-Cartierville. Aussi à l'émission, on parle d'une campagne de sensibilisation sur l'homosexualité dans les résidences pour personnes âgées avec le président de l'organisme Gris Montréal. Et on découvre le colloque international sur l'histoire des arts, des sciences et des technologies médiatiques qui se déroule ces jours-ci à Montréal. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. On débute cette émission dans le nord de la ville alors que Projet Montréal appelle les citoyens à se mobiliser pour obtenir plus de transparence de la part d'Aéroports de Montréal concernant le niveau de bruit des avions. Et pour nous parler de cette problématique, on accueille Émilie Thuillier. Elle est conseillère municipale d'Huntsic pour Projet Montréal. Madame Thuillier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans un premier temps, expliquez-nous d'où vient cette mobilisation concernant le bruit à l'aéroport de Dorval. Je dirais que ça vient d'abord des citoyens qui viennent au conseil d'arrondissement d'Huntsic-Cartierville régulièrement depuis très longtemps. Et l'arrondissement, on a demandé à Aéroport de Montréal depuis plusieurs années de venir faire une séance publique, ce qu'ils ont toujours refusé. Et ils l'ont fait récemment, donc au mois de mai, si je ne me trompe pas, 2015. Ça s'est plus ou moins bien passé. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien, c'est-à-dire qu'on assiste un peu à un dialogue de sourds, c'est-à-dire qu'Aéroport de Montréal présente ses données, ses faits, sa vision des choses, et les citoyens présentent leur perception, leur vision des choses aussi et leur quotidien. Puis là, il y a comme un fossé entre les deux. Il n'y a pas de réponse de la part des gens d'aéroport. Il y a vraiment un fossé entre les deux. Et donc, suite à ces démarches-là et d'autres choses, j'ai proposé une motion là, au conseil municipal de septembre, une motion qui a été discutée, qu'on a finalement retirée parce qu'on ne s'entendait pas avec l'administration sur les mots exacts qu'on pouvait y mettre, mais l'ouverture était là. Donc, on a retiré la motion en disant on va la retravailler ensemble et c'est le travail qu'on est en train de faire, là, de travailler une motion qu'on aimerait, que j'aimerais en fait ramener au conseil municipal. D'accord. Donc, on a parlé un peu de la forme, du fond du problème maintenant. Qu'est-ce qui est reproché à Aéroport de Montréal concernant le bruit des avions? Bien, il y a deux choses. D'abord, il y a les citoyens qui ont vraiment l'impression qu'il y a plus d'avions qu'avant. Et dans le rapport annuel d'Aéroport de Montréal, on voit que c'est pas le cas. Alors, comment ça se fait que les citoyens entendent plus les avions? Est-ce qu'il y a eu des modifications de trajectoire? C'est sûr que depuis le déménagement de Mirabel, là, il y a eu un gros boom là, supplémentaire, mais depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas vraiment. Et les mécanismes de plainte, en fait, on envoie une plainte, mais Aéroport de Montréal nous répond « bien, c'est normal ». Donc, c'est très frustrant pour les citoyens. Et il n'y a pas de données de bruit. En fait, les données de bruit qui sont divulguées, ce sont des moyennes sur 24 heures ou sur 1 heure. Mais en fait, c'est pas ça qui dérange, et surtout la nuit. S'il y a un bruit X sur une moyenne d'1 heure, ça ne nous dérange pas tant que ça. Ce qui nous dérange, c'est quand l'avion passe. C'est à ce moment-là que ça peut nous réveiller. Et il y en a beaucoup. On ne s'entend pas sur les chiffres, il y a différentes catégories d'avions. Donc, il y a tout un maelstrom, finalement, d'informations contradictoires un petit peu. Je veux qu'on revienne concernant les avions de nuit. Il me semblait qu'il y avait un genre de couvre-feu, en quelque sorte, entre 23 h et 7 h du matin, où les avions à Montréal-Trudeau ne pouvaient pas nécessairement décoller. Est-ce que c'est ça vraiment Est-ce que c'est respecté d'une part? Est-ce que ça existe toujours? En fait, c'est ça le problème. C'est pas un couvre-feu. Ils appellent ça des heures d'opération restreintes. Okay. Et pour les décollages et les atterrissages, c'est pas tout à fait les mêmes heures. Donc, en fait, on se retrouve entre minuit et 6 h du matin. En théorie, il n'est pas supposé d'avoir d'avion. Sauf que les avions de moins de 45 000 kilos ne sont pas touchés par ça, parce que théoriquement, ce sont de petits avions. Mais en fait, ils font presque le même bruit que les gros avions. Okay. Et il y a tout plein de dérogations qu'on n'arrive pas justement à bien suivre. J'imagine s'il y a un retard pour un vol qui doit atterrir à Montréal, ils n'attendront pas 6 heures avant de le faire atterrir. Ça irait dans des cas d'urgence et tout ça, mais il y a de plus en plus de dérogations qui ne sont pas des urgences médicales, qui tiennent à la planification. Quand vous prenez l'avion, puis c'est planifié que vous atterrissez à 2 h du matin,
Ça existe en ce moment. Il y a des gens qui disent « Hey, wow, je vais atterrir à 2 heures du matin. Oh, mais ça ne devrait pas être le cas. Donc, il y a des choses comme ça et on n'arrive pas à bien comprendre quelles sont les dérogations, finalement, qui sont accordées et combien y en a-t-il par nuit. Il y a un groupe qui s'appelle les Pollués de Montréal-Trudeau qui sont extrêmement actifs dans ce dossier-là. Quel est ce groupe-là? Donc, c'est un groupe qui est basé à Annecy-Cartierville, mais qui rayonne dans plusieurs arrondissements montréalais. Et justement, leur lutte, c'est de faire reconnaître finalement le bruit, de faire bouger un peu l'aéroport de Montréal. Ils ont lancé une très grande pétition en 2013, si je ne me trompe pas. Elle a été déposée par 3 députés à l'Assemblée nationale, au Parlement canadien, en fait. OK, à la Chambre des communes. Et à la Chambre des communes, oui, excusez-moi. Et bien, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de changements du côté d'ADM, mais eux continuent à mobiliser. Et en fait, ils ont acheté des capteurs, des sonomètres qui viennent d'Europe avec un site Internet. Et tout ça, là, il y en a beaucoup en Europe, ça vient d'Allemagne, en fait, dans certaines villes. Et donc, ils captent le bruit des avions à différents points, surtout dans Annecy-Cartierville, dans Villeray. Nous, l'arrondissement, on a donné une subvention aux Pollués de Montréal-Trudeau pour qu'ils en achètent 3, qu'ils ont mis, en fait. Après, c'est eux qui les ont mis sur le territoire de l'arrondissement. Et leur objectif, c'est de voir un peu quelles sont les données en temps réel. Il y a même un site Internet où on peut, tout le monde, aller voir les données en temps réel. Et quels sont les résultats, justement, de ces... Qu'est-ce que ces capteurs-là nous apprennent sur le bruit? Donc, en fait, on ne peut pas comparer avec les chiffres d'ADM parce qu'ADM nous donne des moyennes, alors que ces bruits-là, ce sont des bruits ponctuels. Et il y a ADM... dès le départ, refuse de prendre ces données comme étant des faits parce qu'ils disent que les sonomètres ne sont pas calibrés, ne sont pas des vrais, entre guillemets, sonomètres comme eux utilisent, là, qui coûtent 20 000 $ ou plus, les sonomètres d'ADM. Et nous, ce qu'on dit à Projet Montréal, c'est que c'est pas normal qu'un groupe de citoyens s'organise et doivent mettre lui-même des sonomètres. Ça veut dire qu'il manque des données et que les données ne sont pas assez facilement accessibles. De la transparence peut-être dans les données d'Aéroport de Montréal. C'est ça. Et nous, on trouve que c'est pas normal que... Bien, c'est bien ce qu'ils ont fait, mais que ADM devrait réagir au fait que, justement, les données ne sont pas diffusées. Ils devraient eux-mêmes nous les diffuser. D'une part, bon, vous avez présenté une motion au conseil municipal, bon, que vous avez retirée pour une raison de formulation, disons ça comme ça. Est-ce que, par contre, il y avait une ouverture de la part de l'administration Coderre à aller plus loin dans ce dossier-là? Parce que c'est un organisme de juridiction fédérale, c'est un organisme privé de juridiction fédérale qui a le mandat de gérer les aéroports de Dorval et Mirabel. Qu'est-ce que le conseil municipal peut faire comme pression supplémentaire pour essayer de faire changer les choses? Oui. Mais nous, on a fait valoir 2 points. La première chose, c'est comme conseiller municipal, comme conseillers municipaux, en fait, on est les premiers à recevoir les plaintes des citoyens, puis même si c'est un dossier qui ne nous concerne pas de temps en temps. Et donc, on représente des Montréalais. Donc, on disait le conseil municipal représente quand même les Montréalais face à une instance qui peut ne pas être municipale. Et on disait, on doit prendre position pour les Montréalais, pour les représenter. Et la deuxième chose, c'est que Aéroport de Montréal, c'est quand même un très grand partenaire de la ville parce que c'est l'aéroport de la ville, donc c'est une partie de l'activité économique. La ville, théoriquement, doit faire des infrastructures de transport aussi pour aller vers l'aéroport et tout ça. Donc, il y a énormément de taxes aussi qui sont payées par l'aéroport chaque année. Donc, on a une relation, entre guillemets, privilégiée avec cet organisme et nous, ça nous dit qu'on a le pouvoir, finalement, de faire des demandes spécifiques. D'accord. Émilie Tuillier, donc conseillère dans Annecy-Cartierville pour Projet Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. En 1996, conformément à une résolution de l'OACI, le Canada a mis en œuvre des dispositions réglementaires prévoyant la mise hors service graduelle des aéronefs vieux et bruyants. On distingue actuellement 3 générations d'avions communément appelés chapitres dans l'industrie aéronautique. Il peut y avoir jusqu'à 8 décibels d'écart entre les générations, ce qui est considérable. Les appareils de chapitre 2 sont de vieux appareils datant d'avant 1977 et équipés de moteurs d'ancienne génération. Ces appareils sont interdits de vol au Canada depuis 2002. Les appareils de chapitre 3 correspondent à la majorité des avions commerciaux actuellement en opération. Le chapitre 4 est une nouvelle catégorie acoustique instituée en 2002 que tous les nouveaux appareils construits après 2006 doivent respecter.
Et on reste dans le domaine aérien avec notre journaliste Camilla Rodriguez, CA. Camilla, bonjour. Bonjour. Alors, on va revisiter avec vous l'histoire entre autres, de l'aéroport de Mirabel. Dans quel contexte l'aéroport de Mirabel avait été créé? Il faut se placer à la fin des années 60. Il y a un élan d'optimisme au Québec, puis à Montréal en général, avec l'Expo 67. Les Jeux olympiques aussi de Exactement. 76, oui. Exactement. Donc, le but, c'était vraiment de construire un aéroport qui puisse s'ouvrir pour les Jeux olympiques. Puis, à ce moment-là, l'aéroport de Dorval était encombré, puis on pensait qu'il n'allait pas suffire. Donc, on décide d'en construire un autre à Mirabel, 27 fois plus grand, donc la superficie, que l'aéroport de Dorval. Donc, on avait des grands projets, une grande vision pour cet aéroport-là, peut-être un peu trop. L'avenir nous a dit finalement que ça ne s'est pas passé comme on l'espérait. Qu'il y avait eu probablement trop d'expropriation pour rien et que l'aéroport était peut-être un peu trop loin aussi. D'ailleurs, qu'est-ce qui a mené à la fermeture de l'aéroport de Mirabel? Il y a eu 39 000 hectares qui ont été expropriés, on en parlait, hein? 39 000 hectares, puis cette superficie-là était prévue pour l'agrandissement de l'aéroport. Donc, au fur et à mesure que l'aéroport allait devenir important, on allait agrandir sa superficie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y avait 40 millions de passagers qui étaient supposés utiliser l'aéroport pour l'an 2000. La meilleure année d'utilisation de l'aéroport a été 1990, puis il y a eu 2,5 millions. Donc, on voit que... On est loin du compte. Effectivement. Ça, associé au trafic aérien qui s'est réduit, on utilisait de plus en plus l'aéroport de Toronto, la crise du pétrole. Dès 1997, on commence à transférer les vols à l'aéroport d'Orval. Donc, on utilise de moins en moins graduellement l'aéroport de Mirabel jusqu'à 2004, où il ferme officiellement. Exact. Et il faut préciser que l'aéroport de Mirabel, c'était pour les vols transatlantiques, alors qu'à Dorval, c'était les vols domestiques. Effectivement. Puis aujourd'hui, Mirabel est seulement utilisé pour des vols de cargo industriels. Donc, du transport de marchandises. Il y a plusieurs projets qui sont restés en suspens, dans le fond, avec le non-développement, disons ça comme ça, de l'aéroport de Mirabel et sa fermeture par la suite. Oui, 15 ans après l'ouverture de l'aéroport, on a commencé à redonner les terres qui avaient été expropriées aux gens parce qu'on s'est rendu compte... À les rétrocéder, comme Exactement. on dit. Puis on s'est rendu compte qu'on n'allait pas les utiliser. Il y a eu plusieurs projets qui ont été avortés, comme le prolongement de la trace jusqu'à l'aéroport. Il y avait un lien ferroviaire qui devait se construire entre l'aéroport puis le centre de Montréal. Tous ces projets-là ont été avortés en même temps qu'on se rendait compte que l'aéroport était trop grand, qu'on n'en avait pas besoin, que les choses n'avançaient pas aussi vite qu'on l'aurait voulu. Que les prévisions, dans le fond, de croissance démographique et de croissance du transport aérien qu'on a faites à la fin des années 60, bien, ça ne s'est pas matérialisé. Mm-hmm. Le trafic aérien de nos jours, depuis ça fait un peu plus de 10 ans que l'ensemble des vols internationaux ont été rapatriés de Mirabel à Dorval, comment se situe Montréal à l'échelle canadienne en termes de trafic aérien? Le gouvernement canadien a transféré la gestion des aéroports de Montréal à une société privée, Aéroports de Montréal, ADM. Donc ça s'est passé en 1989. Cette année, à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, qui est devenu Dorval, il y a eu des 14,8 millions de passagers qui ont transité par cet aéroport-là. C'est une augmentation de 4,4 depuis l'année passée. Ça, c'est le chiffre, la date de 2014. Donc, c'est une industrie qui est en expansion. Le problème, c'est que la zone, puis c'est un des éléments qui avait qui avait provoqué, en fait, la construction de l'aéroport de Mirabel, c'est que Dorval est enclavé. Il est dans une zone urbaine, il est sur l'île de Montréal, donc il ne peut pas s'étendre ad vitam aeternam, il ne peut pas toujours continuer à répondre à la demande. On s'imagine peut-être que... On ne peut pas construire des pistes supplémentaires, comme on en parlait tantôt avec Mme Thuillier, la difficulté que ça peut amener que le trafic aérien dans des zones résidentielles à cause du bruit, entre autres. Ouais. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont en cause. Oui, parce que cet aéroport-là avait été construit en 1941. À l'époque, il y avait l'aéroport de Saint-Hubert qui ne suffisait pas à répondre à la demande. Donc, on avait construit Dorval, qui était en banlieue. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu récemment des rénovations pour l'aéroport de 700 millions de dollars.
Donc voilà, et Aéroport de Montréal continue à investir dans l'aéroport principalement par une taxe aérienne qui est facturée à chacun des passagers. Donc, Camila Rodriguez-CA, merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Plus tard à l'émission, on vous présente le Chœur List, un organisme à but non lucratif qui se consacre au chant choral. Et à notre chronique Conseil citoyen, une biologiste du Berger Blanc vient nous expliquer ce qu'il y a à faire lorsqu'on perd son animal de compagnie. En septembre, le groupe de recherche en intervention sociale lançait un nouveau projet afin de démystifier l'homosexualité et la bisexualité dans les résidences pour personnes âgées. Pour en savoir plus sur le projet et aussi sur la situation des aînés de la communauté LGBT, on accueille sur le plateau David Platz. Il est président de l'organisme du Gris Montréal. Monsieur Platz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Pour les gens qui ne connaîtraient pas Gris Montréal, quelle est la mission de votre organisme? La mission, c'est de démystifier l'homosexualité et la bisexualité. Comme vous mentionnez, on le faisait traditionnellement dans les écoles, mais on le fait en général dans la société, partout où on peut. Donc, ça fait déjà 21 ans, si je ne m'abuse, que vous intervenez dans les écoles. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir aussi intervenir auprès des personnes âgées? Un besoin. Ce qu'on a ressenti, c'est qu'on intervient dans les écoles parce qu'on croit que l'éducation, c'est la solution à des préjugés. Souvent, c'est l'ignorance de l'autre personne qui crée les préjugés pour commencer. On intervient de plus en plus jeunes parce que c'est plus facile de ne pas les créer que de les défaire plus tard. Mais à l'autre bout du spectre, cette année, sur un nouvel thème qui est l'homosexualité et la bisexualité, il n'y a pas d'âge pour en parler. On a décidé d'intervenir auprès des personnes aînées parce qu'il y a un grand besoin. Leur expérience, leur éducation était de notre époque. Et on ne parlait pas du tout de l'homosexualité ni la bisexualité, sauf peut-être en mal. Dans les écoles, souvent, vos conférences, ce sont des témoignages de gens qui viennent parler aux jeunes. Est-ce que vous fonctionnez de la même façon dans les résidences pour personnes âgées? Tout à fait. Nous, on préconise les témoignages, des questions et réponses basées sur le vécu de l'individu, parce que le témoignage, c'est une courroie de transmission sociale. C'est comment connaître l'autre. Et c'est aussi vrai avec les personnes âgées qu'avec les jeunes. Elles sont curieuses, elles veulent savoir comment a été votre vie et elles ont aussi des histoires à partager. Et selon donc votre organisme, c'est des activités qui permettent de réduire l'isolement des personnes âgées qui sont homosexuelles ou bisexuelles. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce que vous constatez une grande stigmatisation des aînés de la communauté LGBT? Sur le terrain, ce qui est déjà d'antan, si on veut aller dans une résidence pour personnes âgées, c'est déjà une perte d'autonomie, d'indépendance, d'intimité aussi. Et tout ça, c'est exacerbé lorsqu'on est LGBT, parce qu'on est différent. Et parce que peut-être dans notre vie, on s'est entouré des personnes qui nous connaissent déjà, à qui on n'a pas à s'expliquer. Mais dans une résidence, c'est tous des nouvelles personnes à qui on doit faire le choix de s'expliquer ou de ne pas s'expliquer et rester dans la garde-robe, comme on dit. Donc, les conférences que vous organisez, les témoignages, c'est pour, disons, faciliter un peu le dialogue, l'ouverture dans les résidences pour personnes âgées, c'est ça? Exactement. Nous, on fait de la recherche, c'est le R dans le gris, et ce que nos étudiants nous disent, c'est que lorsqu'ils voient un LGBT devant eux, un LGB devant eux, ils peuvent soit se reconnaître ou se rendre compte qu'il y en a d'autres personnes comme eux dans la classe. Et ils disent ça nous aide à dealer avec ça par la suite. C'est exactement la même chose dans les résidences pour personnes âgées. Ça va permettre ceux qui sont déjà là et qui n'ont pas encore fait le choix, par exemple, de le dire ouvertement, peut-être d'en parler ou de juger la communauté autour d'elle, la réception des nouvelles. Et aussi, ça donne juste un exemple aux personnes âgées, des personnes qui sont heureuses comme vivant cette orientation sexuelle. Il y a certaines résidences pour personnes âgées qui existent à Montréal qui sont, disons, dédiées à la communauté gay et lesbienne. Est-ce que vous croyez que c'est une solution que la présence de ces types de résidences-là ou au contraire, ça ghettoise encore plus les aînés LGBT? C'est une question intéressante. Je vous dirais que toutes les solutions sont bonnes parce que
C'est jamais la même solution pour la même personne. Il y a des individus, par exemple, qui adorent vivre dans le village, entourés d'autres, d'une majorité d'homosexuels pour contrer la présomption que tout le monde est hétérosexuel. Et il y en a d'autres qui veulent vivre en pleine communauté entourée de toutes les orientations sexuelles. Ça ne devrait pas être différent à la retraite ou lorsqu'on est plus vieux. On peut faire le choix qu'on veut. Un fournit un confort d'être entouré des personnes comme nous, et l'autre, ce qu'on veut, nous, c'est de créer ce confort-là partout pour que tout le monde puisse être à l'aise, peu importe la nature de leur résidence. Vous, dans vos conférences, autant auprès des jeunes que des plus âgés, vous parlez d'hétérosexisme et du problème de l'hétérosexisme. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? C'est la présomption que c'est la norme, que toutes les personnes autour de nous sont hétérosexuelles et on ne considère pas qu'ils puissent être gays, lesbiennes, bisexuels ou une autre orientation sexuelle. Et donc, cette présomption-là de la norme fait en sorte que tout le monde qui n'est pas comme ça est hors norme et donc stigmatisé. C'est ça qui crée l'homophobie, c'est la peur, et c'est ce qui fait aussi que les gays, les lesbiennes et les bisexuels sont obligés de se déclarer parce qu'il y a une présomption sinon qu'ils sont comme tous les autres. C'est un peu une des difficultés qui est là avec l'hétérosexisme. D'accord. Il y a quelqu'un qui a travaillé, entre autres, avec vous sur l'élaboration de ce projet-là, Bill Ryan, qui est professeur à l'École de travail social de l'Université McGill, qui disait que les aînés de la communauté LGBT seraient plus à risque d'être malades que d'autres, que des gens d'autres communautés. Pourquoi? Bill est une grande source d'information pour nous parce qu'il a fait beaucoup de recherches dans le domaine sur les aînés. Et ce qu'il nous explique, c'est que les gays, les lesbiennes, les bisexuels ont tendance à éviter d'aller voir le médecin là où ils doivent se confier. Ils sont posés leurs questions sur leur vie intime, sur leurs habitudes sexuelles, etc. Et donc, ils repoussent d'aller rendre visite au médecin. Et plus qu'on repousse des problèmes médicaux, mais plus qu'ils deviennent plus sérieux. Et donc, c'est souvent le cas. Je pense pas qu'on est plus malade en tant que tel, mais on peut créer d'autres problèmes pour soi-même si on ne voit pas régulièrement notre médecin. Donc, en abattant les préjugés par justement les conférences que vous organisez autant dans les écoles que dans les résidences pour personnes âgées, en faisant tomber ces préjugés-là, bien, ça peut aussi avoir un impact sur la santé physique des gens parce qu'ils auront moins de gêne à aller à consulter, dans le fond, et à expliquer tout ce qui se passe à leur médecin. Tout à fait. Puis on espère aussi que dans ces mêmes résidences-là, les personnes qui sont en charge des activités, les infirmières et infirmiers, toutes les personnes bénévoles qui sont présents vont aussi venir aux conférences. Et ça va peut-être ouvrir les yeux aussi à d'autres réalités et faire en sorte que c'est plus facile de parler des réalités de toutes les personnes à ce moment-là. Il nous reste 1 minute. Je veux parler avec vous de votre campagne annuelle de financement. Tout à fait. Donc, vous avez comme objectif de récolter 200 000 $. De quelle façon vous vous y prenez? Mais c'est assez facile. Sur notre site web, gris.ca, on peut faire un don par Internet. On peut aussi envoyer un chèque à l'adresse qui se trouve là-dessus, ou de l'argent. On préfère bien sûr un chèque pour la sécurité. Que l'argent comptant. Que l'argent comptant. Oui. Mais on demande 200 000 parce que de notre budget annuel, on a seulement 25 % de notre argent qui viennent de façon récurrente des gouvernements et le reste, c'est à nous de l'amasser. Et donc, on fait beaucoup de travail avec nos bénévoles pour faire cette campagne-là qui court jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, il reste du temps pour vos éditeurs à nous pour contribuer à votre cause. Et j'imagine que pour des gens qui voudraient être bénévoles aussi dans votre organisme, ils peuvent aller sur votre site Internet pour avoir plus d'informations. Tout à fait. Il y a une section spécifique pour les bénévoles. On prend les gays, lesbiennes et les bisexuels pour les intervenants dans les écoles, mais on accepte tout le monde qui veut nous donner un coup de main autrement. D'accord. Alors, David Platts du GRI Montréal, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, merci. La décriminalisation de l'homosexualité a eu lieu en 1969 au Canada. Auparavant, les personnes qui avaient des relations sexuelles avec des personnes du même sexe s'exposaient à de longues peines d'emprisonnement. L'homosexualité est retirée des troubles psychiatriques en 1973 par l'American Psychiatric Association, dont le manuel de diagnostic était utilisé par les professionnels de la santé d'ici. Au Canada, le Québec fut la première juridiction à modifier sa Charte des droits et libertés de la personne pour interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. C'était en 1977.
tout comme le Québec fut le premier État à autoriser l'union civile de conjoints de même sexe en 2002. Le Canada légalisera le mariage homosexuel en adoptant la loi sur le mariage civil en 2005. Restez avec nous, on vous revient tout de suite après la pause. On vous parle de l'événement Recreate, un événement très important qui a lieu à Montréal ces jours-ci. À tout de suite.